Fermez les yeux un instant, imaginez Paris. Le bruit des calèches qui s'efface, remplacé par celui des voitures, les boulevards qui s'illuminent, et dominant tout cela, une structure de fer qui semble toucher le ciel, la tour Eiffel. Des millions de personnes la connaissent, des millions la photographient, mais peu connaissent vraiment l'homme qui lui a donné son nom. Aujourd'hui, nous allons raconter la vie de cet homme, Gustave Eiffel. Un ingénieur, oui, mais aussi un visionnaire, un entrepreneur, un scientifique, et parfois un homme contesté, incompris, puis célébré. Alors comment un jeune ingénieur bordelais est-il devenu l'auteur de l'un des monuments les plus célèbres du monde? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Nous sommes en 1832 à Dijon. La France est en pleine transformation, les révolutions politiques ont laissé place à une société qui se modernise rapidement, le rail commence à s'étendre, l'industrie prend de l'ampleur. C'est dans ce monde en mutation que naît Gustave Eiffel. Son nom de naissance n'est d'ailleurs pas Eiffel, mais Bonnickhausen dit Eiffel, un nom d'origine allemande que la famille simplifiera plus tard. Très tôt, Gustave montre un intérêt particulier pour les sciences. Mais il n'est pas immédiatement un élève brillant, il est plutôt curieux que discipliné. Ce qui le distingue, c'est sa fascination pour les structures, les ponts, les mécanismes invisibles qui soutiennent le monde. Il entre finalement à l'École centrale des arts et manufactures à Paris, l'une des grandes écoles d'ingénieurs de l'époque. Et là, quelque chose se confirme. Eiffel n'est pas seulement un étudiant en ingénierie, il est déjà un constructeur dans l'âme. À cette époque, un matériau change tout, le fer. On ne construit plus seulement en pierre, on commence à penser en métal, en tension, en résistance. Eiffel comprend très tôt que le fer n'est pas seulement un matériau technique, c'est un langage architectural. Il commence sa carrière dans des bureaux d'ingénierie, puis travaille sur des projets ferroviaires. Mais c'est un chantier en particulier qui va attirer l'attention, le pont ferroviaire de Bordeaux. Ce pont est un exploit technique, il doit traverser la Garonne, un fleuve large, difficile, imprévisible. Eiffel y développe une méthode qui deviendra sa signature, la précision industrielle, la modularité et surtout l'assemblage de pièces préfabriquées. Ce n'est pas encore la célébrité, mais c'est déjà une révolution silencieuse. Eiffel ne se contente pas d'être ingénieur, il devient entrepreneur. Il fonde sa propre entreprise et très vite ses projets dépassent la France. Il construit des ponts en Hongrie, au Portugal, en Espagne, en Roumanie. Son nom commence à circuler dans les cercles d'ingénierie du monde entier, mais ce qui frappe ses contemporains, c'est sa capacité à relever des défis impossibles. Des ponts suspendus dans le vide, des structures métalliques qui semblent défier la gravité, et surtout une obsession, la légèreté combinée à la solidité. Eiffel ne cherche pas seulement à construire, il cherche à optimiser la matière. Parmi ses projets les plus célèbres, un se distingue particulièrement, la structure interne de la Statue de la Liberté. Offerte par la France aux États-Unis, cette statue monumentale nécessite une armature capable de résister au vent, à la corrosion et au poids du cuivre. C'est Eiffel qui conçoit cette ossature interne. Sans lui, la statue ne tiendrait pas. C'est une collaboration entre deux mondes, la sculpture d'un côté, l'ingénierie de l'autre, et déjà une idée se dessine. Eiffel ne construit pas seulement des structures, il construit des symboles. Nous arrivons à l'année 1889, Paris se prépare à une exposition universelle, et pour marquer l'événement, un concours est lancé, construire une tour de 300 mètres. Une idée folle. À l'époque, aucun bâtiment ne s'en approche, la plupart des architectes jugent le projet irréalisable, trop haut, trop fragile, trop dangereux. Mais Eiffel, lui, voit autre chose. Il voit une démonstration de la puissance industrielle de la France. Il propose un projet et il gagne. La construction commence. Des milliers de pièces métalliques sont fabriquées avec une précision extrême. Tout est calculé, tout est assemblé comme un gigantesque puzzle. Les ouvriers travaillent avec une rigueur impressionnante. Les rivets remplacent la soudure moderne et peu à peu la structure s'élève. Paris observe, intrigué, inquiet, parfois scandalisé.
Des artistes signent des pétitions contre la monstruosité de fer, ils parlent d'une tour inutile, d'une blessure dans le paysage, mais Eiffel continue, et la tour grandit. En 1889, la tour est terminée, elle atteint 300 mètres. C'est un choc mondial, certains parlent de génie, d'autres de catastrophe esthétique, mais la foule, elle, est fascinée. On monte dans la tour, on découvre Paris vu du ciel, et quelque chose change, la perception de la hauteur. La ville n'est plus horizontale, elle devient verticale. Pour Eiffel, c'est un triomphe technique, mais aussi une période de tension car la tour devait être démontée après 20 ans. Ce qui sauve la tour, c'est une invention inattendue, la radio. On découvre que la structure est parfaite pour les transmissions. La tour Eiffel devient une antenne géante. Elle passe ainsi de monument temporaire à une infrastructure scientifique. Eiffel, lui, se tourne de plus en plus vers la recherche. Il étudie l'aérodynamique, la météorologie, la résistance de l'air. Il se retire progressivement des grands chantiers. Mais la fin de sa vie n'est pas seulement scientifique, elle est aussi marquée par une affaire judiciaire. Eiffel est impliqué dans le scandale du canal de Panama. Même s'il sera finalement acquitté, son image est ternie, il se retire de la vie publique. Il consacre ses dernières années à la science, à l'observation, à la compréhension du vent, des structures, du monde invisible. Gustave Eiffel meurt en 1923, mais son œuvre, elle, continue de vivre. La tour Eiffel devient un symbole universel, un symbole de Paris, de la France, mais aussi du génie humain appliqué à la matière. Aujourd'hui, des millions de personnes la visitent chaque année et peu réalisent qu'elle est née d'une idée simple, rendre visible ce qui soutient le monde. Si l'on devait résumer Eiffel en une phrase, ce serait peut-être celle-ci. Il a transformé la contrainte en esthétique, le fer qui était brut devient élégant, la technique devient poésie, et Paris, grâce à lui, s'est élevé un peu plus près du ciel. La prochaine fois que vous verrez la tour Eiffel, essayez de ne pas seulement la regarder, essayez de la comprendre, car derrière chaque rivet, chaque poutre, chaque ligne de fer, il y a un homme qui croyait que l'ingénierie pouvait devenir un art. Gustave Eiffel.